Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Au début du XIXe siècle, le Pont-Neuf est encore l'endroit le plus animé, le plus pittoresque de Paris. Les petites boutiques supprimées en 1756, mais réapparues 20 ans plus tard, contribuent à cette animation. On y trouve des marchands de toutes sortes, des bateleurs, des montreurs d'animaux, et surtout des vendeurs de billets de la loterie. Cette loterie qui a connu bien des vicissitudes, mais qui jouit, depuis qu'elle est devenue impériale, de la grande faveur des badauds. En 1805, parmi les vendeurs de billets autour desquels on se presse, le plus populaire est sans conteste l'aveugle François-Philippe Bélanger. Chaque jour, on le voit arriver sur le pont guidé par une jolie jeune femme appelée Fanchette. Tous deux tirent une charrette sur laquelle est installée une grande roue ornée de dessins et de chiffres, grâce à laquelle chacun peut tenter sa chance en choisissant un des billets que vend l'infirme, surnommé d'ailleurs par les Parisiens l'aveugle du bonheur. Puis, après une journée généralement fructueuse, toujours aidé et guidé par Fanchette, François-Philippe Bélanger, l'aveugle du bonheur, prend la direction de la rue de Charenton et pénètre dans l'ancienne caserne des Mousquetaires Noirs, devenue l'hospice des 15-20, où il retrouve sa femme, aveugle comme lui. Le statut de l'hospice est resté le même depuis sa fondation par Saint-Louis. Chaque pensionnaire aveugle est titulaire d'un logement plus ou moins grand, suivant qu'il est marié ou célibataire, et dispose de la liberté la plus complète pour organiser sa vie comme il l'entend. En 1805, la direction de l'hospice est assurée par un agent spécial, Paul Seignette, placé sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur. Or, le mardi 16 février de cette année-là, 1805, M. Paul Seignette est plongé dans l'inquiétude la plus profonde et dans la plus grande perplexité. Pour lui, l'aveugle du bonheur semble se transformer soudain en aveugle du malheur. Monsieur Paul Seignette écoute avec attention la terrible révélation que lui fait une de ses pensionnaires aveugles, Madame Séraphin Perrette, veuve Pinson. Pour la circonstance, elle a demandé à son neveu de l'accompagner. Voilà, monsieur. Hier lundi, en fin d'après-midi, mon voisin, l'aveugle François-Philippe Bélanger, m'a rendu visite, comme il le fait souvent, pour me donner des petites choses ou pour bavarder. Chez moi, il y avait la jeune femme qui est à son service et qui est si dévouée pour tout le monde. Vous savez, Fanchette. Bélanger, comme d'habitude, n'est pas venu les mains vides. Il m'a apporté 2 ou 3 bûches. Il les a placées sur d'autres morceaux de bois, tout près du poêle. Il nous a offert un verre d'eau-de-vie à Fanchette et à moi, et un quart d'heure après, peut-être, il est reparti chez lui. À ce moment du récit, la veuve Pinson demande à son neveu d'intervenir. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. J'ai voulu ranimer le feu pour préparer le repas de ma tante, et j'ai pris une des bûches que Bélanger avait laissées. Mais elle était trop grande. Alors je l'ai sciée en 2. Alors, j'ai bien vu qu'elle était creuse, mais ce sont des choses qui arrivent, et sur le moment, j'y ai pas fait attention. Dans la soirée, pour dégager le poêle, Fanchette en a sorti un peu de braise à l'aide d'une pelle. Un charbon tout rouge est tombé sur le plancher. Et brusquement, il y a eu une explosion. M. Paul Seignette, agent général des 15-20, sursaute. Une explosion? Oui. Et même que Fanchette a été légèrement brûlé au bras. Le neveu de la veuve Pinson prononce alors des paroles d'une extrême gravité. Vous savez, j'ai examiné le plancher, il n'y a pas de doute. Il y avait de la poudre dessus. Et puis aussi des morceaux de ferraille. Bélanger, monsieur. Celui qu'on appelle l'aveugle du bonheur. Il a apporté chez ma tante une machine infernale. M. Paul Seignette reste un moment silencieux, et puis il prend une détermination.
Ne parlez de cette histoire à personne avant que je ne vous y autorise. Et laissez-moi faire. Resté seul, l'agent général examine les pièces à conviction laissées sur son bureau. Apparemment, la bûche creuse ressemble bien à une machine infernale. Alors, deux questions lui viennent à l'esprit. Pour qui? Et pourquoi? Quelle est donc la victime que Bélanger voulait atteindre? M. Seignette tourne en rond dans son bureau. Voyons, une machine infernale, c'est destiné à un attentat. Un attentat en général est dirigé contre un grand personnage. Lequel? Lequel, en ce moment, peut-il être la cible d'un fanatique? M. Seignette sent une sueur froide lui parcourir l'échine. Il songe soudain à certaines rumeurs qui circulent dans Paris depuis quelque temps et suivant lesquelles des Jacobins endurcis, n'admettant pas la prochaine visite officielle que doit faire le surlendemain le pape Pie VII dans la capitale, auraient décidé de l'assassiner. M. Seignette est convaincu de la logique de son raisonnement. François-Philippe Bélanger, l'aveugle du bonheur, est certainement l'agent d'exécution choisi pour accomplir cet abominable forfait. Et la bûche, déposée chez la veuve Pinson, est sans aucun doute une sorte de répétition, une mise à l'épreuve de l'efficacité de l'engin destiné à supprimer le Saint-Père. Que faire? Prévenir la police? Arrêter Bélanger le soir même, dès son retour du Pont-Neuf? Non, un scandale serait aussitôt déclenché à l'échelon politique international et religieux. Le mieux est donc de surveiller discrètement mais étroitement les allées et venues de l'aveugle du bonheur jusqu'après la visite de sa sainteté Pie VII. Le lendemain, tandis que s'achèvent les préparatifs de la réception, l'agent général des 15-20 se livre à une enquête personnelle. Il apprend qu'un menuisier du quartier, un nommé Maufroy, effectue régulièrement quelques travaux pour Bélanger. Il lui montre les morceaux de la bûche déposés chez la veuve Pinson. Le menuisier est formel. Oui, oui. Bélanger m'a demandé de creuser ce cylindre de bois il y a 3 semaines environ. Et vous a-t-il dit ce qu'il comptait en faire? Il m'a dit qu'il voulait l'adapter à sa charrette. Dans quel but, à votre avis? Maufroy l'ignore. Monsieur Seignette désire en avoir le cœur net. Il va trouver un artificier installé porte Saint-Antoine, le sieur Roche, et il lui présente le rondin évidé. Monsieur, est-ce que cet objet, bourré de poudre et de ferraille, peut être considéré comme dangereux? Roche examine la pièce et déclare « Ça n'a pu être préparé qu'à mauvaise intention, et, bien utilisé, ça aurait pu causer un terrible ravage dans le voisinage. » Pour l'agent général des 15-20, tout est clair. La préméditation est établie. L'aveugle Bélanger préparait minutieusement un attentat d'envergure. Afin de parer au plus pressé, M. Seignette consigne le coupable dans ses appartements et installe 2 gardes devant sa porte. Le 18 février, grand événement historique, Sa Sainteté le Pape est reçu à Paris. Dans le programme préparé à son attention, une visite aux 15-20. Un cortège imposant s'arrête devant l'hospice. Les bourgeois du quartier s'étonnent de l'importance du service d'ordre qui, pendant toute la cérémonie, se tient aux aguets autour des 15-20. M. Seignette n'a eu aucun mal à convaincre les autorités qu'en ces temps troublés, tout était à craindre. Cependant, la visite de Pie VII se déroule sans incident, et lorsque le pape, après avoir béni l'assistance, quitte la vieille demeure des aveugles et s'éloigne dans son landau, M. Seignette pousse un profond soupir de soulagement. Mais sa tâche n'est pas terminée. Il lui faut maintenant s'occuper de son pensionnaire criminel. Le pire a été évité, mais l'attentat a bel et bien été organisé, et par François-Philippe Bélanger. Il interroge l'aveugle du bonheur. Bélanger commence d'abord par nier avoir fait faire un trou dans une bûche. On lui oppose le témoignage du menuisier auquel il s'est adressé. Alors Bélanger reconnaît qu'en effet, il a confié ce travail à Maufroy, mais que non satisfait, il s'est débarrassé du morceau de bois. M. Seignette demande « En le déposant chez la veuve Pinson, votre voisine ?» L'aveugle reste muet. M. Seignette ne peut plus agir seul désormais. Il provoque une séance extraordinaire du conseil d'administration de l'hospice qui se réunit le 14 Ventose 1805, c'est-à-dire le 23 février. Le conseil estime que les faits imputés à Bélanger François-Philippe
sont de ceux dont la poursuite appartient à l'autorité publique et décident qu'il y a lieu de remettre l'accusé entre les mains du commissaire de police de la division des 15-20, ce qui est fait. Et dès lors, l'affaire ne traîne plus. Le magistrat instructeur auquel elle est confiée s'efforce d'abord de déterminer la nature exacte de cet attentat manqué, et de savoir notamment si Bélanger pouvait être mêlé de près ou de loin à un complot politique. Et l'enquête est négative. Monsieur Seignette s'est laissé emporter par son imagination. L'aveugle du bonheur a une vie nette, dénouée de toute intrigue, de toute appartenance à quelque mouvement que ce soit. Il vend des billets de loterie, un point, c'est tout. Mais pourtant, cette machine infernale était bien destinée à quelqu'un. Alors à qui? Le magistrat poursuit ses recherches. Et il apprend que la jolie Fanchette, cette jeune femme qui guide, accompagne et aide Bélanger, vient de se fiancer au neveu de la veuve Pinson. Il presse l'aveugle de questions. Vous avez voulu vous venger. Bélanger hésite. Et puis il finit par avouer. Fanchette allait se marier. Alors forcément, elle allait m'abandonner. Entre elle et moi, il n'y avait rien, monsieur, croyez-moi. Rien d'autre que sa main dans la mienne, qui me montrait le chemin, qui m'indiquait les numéros de la loterie, qui triait les billets, qui encaissait l'argent, vérifiait la monnaie. Sans elle, j'aurais plus été grand-chose. C'est pas ma femme aveugle aussi qui peut m'être d'un grand secours dans mon travail. Alors j'ai trouvé ça injuste. Et j'ai simplement essayé de la tuer. Elle et son futur mari, la veuve Pinson, qui avait consenti à ce mariage. Non, tuer, non. Je ne sais pas, j'ai essayé de leur faire peur. Pour le magistrat, l'affaire est entendue, et il envoie son coupable devant la cour criminelle. La nouvelle a dans Paris un retentissement considérable. On la commande particulièrement sur le Pont-Neuf, où l'aveugle du bonheur, bénéficie d'une profonde sympathie. Les avis sont partagés. Selon les uns, l'empereur Napoléon Ier ne peut rester insensible au drame de ce malheureux. De plus, son geste n'a eu pour personne de conséquences fâcheuses. D'autres estiment au contraire que la tentative doit être punie comme si le crime avait eu des résultats. Sinon, le nombre des machines infernales augmentera du jour au lendemain. Le procès s'ouvre le 11 mai. Et la foule souhaite finalement de tout cœur retrouver bientôt son vendeur de billets de loterie. Le retrouvera-t-elle sur le Pont-Neuf, son aveugle du bonheur? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. François-Philippe Bélanger, l'aveugle de naissance, se tient droit dans le box des accusés. Ses yeux morts fixés sur rien. L'assistance, bouleversée, retient son souffle. Après la déposition des témoins qui semblent confirmer l'intention de nuire et de donner la mort, Monsieur de la Fleuterie, substitut du procureur général, prononce son réquisitoire. Messieurs, je consulte les annales des procès criminels et je constate que ces annales, si humiliantes pour l'espèce humaine, sont honorables pour la classe des hommes privés de la vue, car aucun d'eux n'a été l'objet d'une accusation capitale. La morale est venue au secours de la nature en imprimant à ces êtres l'habitude de sentiments doux et affectueux et les a consolés par l'heureuse impuissance de commettre de grands crimes. Après cette envolée, qui témoigne visiblement du souci d'écarter toute suspicion envers les aveugles des 15-20, le substitut change soudain de littérature. L'accusé, François-Philippe Bélanger, s'écrie-t-il, possède, lui, un caractère rude, indépendant. Son humeur difficile et sauvage le fait redouter dans la maison hospitalière qu'il recueille. Il n'agit que par emportement. Son génie, cruellement inventif, se joue des obstacles qu'il rencontre. Il médite, il prépare, il exécute, sournoisement. Et le magistrat brandit devant les jurés, pour mieux les impressionner, l'épouvante des machines infernales en évoquant l'attentat, le terrible attentat de la rue Saint-Nicaise. Il saisit ainsi l'occasion de donner un coup de chapeau à Napoléon. Un crime atroce vous a donné naguère
Un mémorable et triste exemple. Vous entendez encore retentir l'explosion de cette mine foudroyante qui a pulvérisé tant de victimes, mais qui, grâce à la Providence, a épargné le héros dont la brillante destinée règle aujourd'hui celle des nations. Et il conclut, en affirmant qu'en l'occurrence l'impunité serait une espèce de palme décernée à une industrie fatale. Malgré l'intervention timide de Maître Lebon, défenseur de Bélanger, le jury déclare constante la tentative d'homicide, qu'elle soit dirigée contre un haut personnage ou contre un simple citoyen. Et la sentence tombe. La mort. L'aveugle du bonheur se raidit, saisit sa canne et quitte le box d'un pas qu'il veut ferme. Ses gardes ne l'aident pas. Le lendemain du jugement, les Parisiens peuvent lire dans le journal des débats « Si la sévérité des tribunaux doit être quelquefois adoucie par la clémence du souverain, c'est lorsque le crime paraît être l'effet d'un délire. Ici, toutes les circonstances aggravent l'horreur. L'assassin est un aveugle, mais il est le premier que la société ait été forcée de rejeter de son sein pour un tel attentat. Il est le premier qui ait surpassé en scélératesse ceux qui ont l'usage de tous leurs sens. » Mais les bonnes gens s'émeuvent, se révoltent. Quel crime! Un aveugle condamné à mort, et pourquoi? Parce qu'il a eu un geste de désespoir. Il n'a rien fait, finalement. Pas de victime, pas de blessé, pas de mort d'homme. Alors pourquoi cet acharnement? Un homme honnête, qui s'est trouvé tout à coup en plein désarroi, c'est atroce. Enfin, le condamner à être guillotiné pour si peu. Comment se fait-il que les juges qui voient, eux, n'ont pas eu le moindre geste de clémence pour cet infirme? Mais l'heure de l'exécution approche, et l'échafaud est déjà dressé. Bélanger se pourvoit en cassation. Le 21 juin, il apprend que sa démarche est sans effet. C'est alors qu'un ancien acteur, Beaulieu, prend l'initiative d'une pétition qui propose le sursis afin de soumettre à l'empereur un recours en grâce. L'avocat de Bélanger, Maître Lebon, porte lui-même le document au grand juge. Celui-ci ne promet rien, mais au moment où le condamné allait monter dans la charrette pour être conduit à la guillotine, l'ordre de surseoir arrive. L'aveugle du bonheur fond en larmes. Il tombe à genoux, remercie le juge, le ciel, Dieu, l'empereur. Il embrasse les pans de la soutane de son confesseur. L'assistance est bouleversée par cette scène. Elle a la certitude qu'une grâce va intervenir. Hélas. Quelques jours plus tard arrive d'Italie, où se trouve Napoléon Ier, qui vient de se faire couronner roi de ce pays, un ordre, levant purement et simplement le sursis précédemment accordé. Et le 10 Messidor en 13, c'est-à-dire le 29 juin 1805, François-Philippe Bélanger, aidé par le bourreau qui le tient par le bras avec une attention touchante pour lui éviter sans doute de faire un faux pas, présente son cou à la guillotine. Il est décapité. Quelques jours après, l'agent général des 15-20, Paul Seignette, rend compte de ces événements tragiques au conseil d'administration de l'hospice. Messieurs, François-Philippe Bélanger a laissé une veuve, Louise Jacqueline Collignon. Aucun soupçon ne s'est élevé contre elle lors de la procédure intentée contre son mari. Je vous propose donc de faire bénéficier cette malheureuse du traitement de 33 centimes par jour attribué par le règlement aux veuves des aveugles ayant vécu plus de 5 ans dans l'établissement. La proposition, bien sûr, est acceptée à l'unanimité. Les membres du conseil des 15-20 voulaient-ils par là soulager leur conscience? Voyez-vous, on peut se demander ce qui serait advenu de nos jours de l'aveugle du bonheur. La tentative étant actuellement, comme sous le Premier Empire, punissable de la même peine que celle frappant le crime consommé. Bélanger, l'aveugle de naissance, aurait certainement comparu devant les assises. Mais il est possible, sinon probable, que les circonstances atténuantes lui auraient été accordées et que sa peine aurait été commuée. Espérons-le, du moins pour nous. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.